Salut tout le monde, bienvenue dans Pop News épisode 22, j'espère que tout le monde va bien. On est de retour avec Adrien, salut Adrien. Salut Thomas, et ben moi ça va très bien, j'espère que tout le monde va bien dans le chat, on a beaucoup de news à vous donner, et ça va être une belle émission, encore une fois. Effectivement, alors Pop News qu'est-ce que c'est? C'est le récap hebdomadaire de votre actualité pop culturelle du moment. Avec Adrien on vous fait le récap des brèves en début d'émission, puis le point box-office d'Adrien. Un gros sujet que cette semaine on a décidé de dédier à Pixar. Les studios Pixar sont-ils désormais à la traîne alors qu'ils ont été le fleuron de l'animation pendant très longtemps? Ensuite je vous ferai mon radar des sorties de la semaine, et puis quelques recos, on va vous parler notamment d'Ahsoka et de Loki. Allez, comme d'habitude on vous rappelle que le meilleur moyen de nous faire connaître, c'est de parler de nous autour de vous, bien évidemment, mais aussi d'interagir sur les réseaux sociaux là où on est, à savoir sur Twitter, sur YouTube, sur Dailymotion, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitch, tous les lundis à 20h30. N'oubliez pas de follow la chaîne Twitch, par exemple, ça peut être une très bonne idée pour nous voir en direct, enregistrer cette émission, et les petits couacs de début d'enregistrement, voilà, ainsi que quelques petits rabs en fin d'émission en général. Allez, c'est parti, n'oubliez pas sur les plateformes de podcast, les étoiles, les commentaires, c'est très important. Merci à tous, comme ça on pourra conquérir le monde. Oui. C'est parti tout de suite pour les brèves. Adrien, tu vas commencer par nous parler d'un potentiel film Cyberpunk 2077. Exactement, avec CD Projekt Red, donc le studio qui développe Cyberpunk, qui a aussi développé The Witcher en jeu vidéo, qui vient d'annoncer une collaboration avec la société Anonymous Content pour développer un projet de live-action basé sur le jeu vidéo Cyberpunk 2077. Pour ceux qui ne le savent pas, et je ne le savais pas non plus, Anonymous Content en fait est connu pour avoir produit des séries comme True Detective et Mr. Robot, ainsi que des films oscarisés comme The Revenant et Spotlight, rien que ça. Donc déjà ça inspire un peu confiance pour une adaptation de Cyberpunk 2077. Pour l'instant, le projet est encore à un stade préliminaire dans son développement, et il recherche en fait un scénariste pour commencer l'écriture du film. On sait que Cyberpunk et notamment CD Projekt Red, ils sont pas étrangers au fait de développer l'univers avec d'autres médias. Ça avait été le cas avec la série animée Cyberpunk Edge Runners sur Netflix. D'ailleurs, on avait fait une petite critique, c'était l'une de nos premières critiques sur Pop. Quasi il y a un an à peu près. Il y a un an, exactement, il y a un an, on avait pas trop aimé dans mes souvenirs. Et bah en fait, le studio nous tiendra au courant d'ici quelques temps de l'avancée du projet, mais pour l'instant, c'est que les prémices. Mais on pense que ça va intéresser beaucoup de gens de savoir qu'il y a un film live-action qui est prévu. Très bien, bah, l'univers du jeu se développe après Phantom Liberty qui est sorti la semaine dernière sur toutes les plateformes next-gen. Parlons de Netflix, on parlait de Cyberpunk Edge Runners, c'est sur Netflix, et Netflix a potentiellement prévu une augmentation de ses tarifs très prochainement. C'est ce que nous disent certains insiders chez Variety qui nous indiquent que Netflix attendrait tout simplement la fin de la grève des acteurs pour annoncer une nouvelle augmentation de ses tarifs dans le monde, sachant que, bon, pour rappel, Netflix c'est déjà pas donné, à l'heure actuelle en France on est à 18€ par mois pour 4 écrans, on est à 13,50€ pour 2 écrans, on est à 9€ pour un écran, et il y a le plan avec pub à 6€ par mois. Donc tout ça évidemment ce serait dans l'objectif de tirer vers le haut les abonnements on va dire les plus chers, pour pouvoir ramener les gens vers les abonnements les moins chers avec de la pub. Donc visiblement Netflix, qui s'était un petit peu mis en place comme l'anti-télé, est un petit peu en train de revenir au modèle de la télé, à savoir la publicité. Bon, c'est pas le seul, Disney+ a également fait une hausse de ses tarifs et annoncé une offre avec publicité. Donc voilà, visiblement c'est le cycle qui se perpétue, tout simplement. À prendre avec des pincettes évidemment, tout ceci n'est qu'une rumeur et n'a pas encore été annoncé officiellement. Parlons du Festival de Cannes avec un film qui nous intéresse beaucoup et qui pourrait faire ses débuts lors de la Croisette. Ouais, un film qui est attendu par tout le monde, c'est Furiosa, le préquel de Mad Max Fury Road, qui est attendu au Festival de Cannes 2024. En tout cas, c'est ce que George Miller souhaite, il veut le présenter lors du Festival de Cannes. On rappelle que Anya Taylor-Joy jouera une version plus jeune de Furiosa, qui avait été en fait jouée à l'époque dans Fury Road par Charlize Theron. Donc le film a été tourné, le film voilà, est en boîte pour l'instant.
George Miller bosse sur les effets spéciaux et le reste en fait du film, mais on sait que c'est un film très très attendu parce qu'en 2015 Fury Road avait été présenté au Festival de Cannes aussi. C'est vrai. Ça avait été un gros succès, ça avait été un succès public, ça avait été un succès critique à l'époque, et on se doute bien qu'il pourrait réitérer la chose presque 10 ans après la sortie de Mad Max Fury Road avec Furiosa. En tout cas, personnellement, j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Sans doute un des gros films attendus pour 2024, bien entendu. Ouais. Une série qui est très attendue, c'est la prochaine de Vince Gilligan. Vince Gilligan, c'est le créateur de Breaking Bad et co-créateur de Better Call Saul, qui travaille à l'heure actuelle sur une nouvelle série pour Apple TV+, de mémoire. Exactement. Dont il donne quelques informations, sans trop en dire non plus, mais la suite ne sera pas du tout liée à Breaking Bad, puisque il y aura ni méthamphétamine, ni crime a priori. Il en a parlé dans une interview à Variety. Ce serait d'ailleurs une série plutôt de SF, dans laquelle il retrouverait l'actrice Rhea Seehorn, qui jouait du coup Kim dans Better Call Saul. Géniale actrice. Excellente actrice, évidemment, qu'on a très hâte de retrouver à ce moment-là. Il en dit pas grand-chose pour l'instant sur le pitch de sa série, mais visiblement, il y a quelques éléments de science-fiction qui font que ça va créer du drame, ça va créer une nouvelle perspective sur la société. Et a priori, voilà, il y croit beaucoup, et a priori, ça va être très très différent de Breaking Bad, et on a très hâte de voir ça. Il devait déjà avoir terminé de tourner s'il n'y avait pas eu la grève des scénaristes et des acteurs, donc a priori, ça devrait se tourner à partir du moment où la grève des acteurs se terminera, donc vraisemblablement pendant l'hiver, du côté d'Albuquerque, dans le Nouveau-Mexique, puisque vous le savez, il aime beaucoup Albuquerque, puisque c'est là que Better Call Saul et Breaking Bad se situent, et voilà, tout ça, ça va se dérouler sous nos yeux sur Apple TV+, vraisemblablement plutôt fin 2024, début 2025, j'imagine. Ouais, il y a de grandes chances. En tout cas, j'ai très très hâte aussi de découvrir ça. De fou. Un film dont on a hâte, on est peut-être un petit peu circonspect quand même, c'est Fantastic Four, les 4 Fantastiques, le retour. On a quelques informations désormais. Exactement, on a quelques informations. En fait, c'est le réalisateur Matt Shakman qui a confirmé que le tournage de Fantastic Four aura lieu à Londres l'année prochaine, sauf que tout ça dépend évidemment de la résolution de la grève SAG-AFTRA des acteurs. Bon, il y a de grandes chances que la grève s'arrête assez prochainement, donc il y a de fortes chances que ça se passe plutôt bien du côté de Marvel avec le tournage des Fantastic Four, mais le casting n'a toujours pas été annoncé en raison de la grève. Donc en fait, ils savent déjà avec qui ils vont tourner. On sait déjà qui sera la famille incarnée par Marvel dans le MCU, mais il va falloir prendre son mal en patience. Il va falloir attendre la fin de la grève des acteurs pour avoir des noms qui vont apparaître. Il y a quelques rumeurs en ce moment qui circulent. On va pas vous les donner parce qu'en fait, il y a beaucoup de noms qui circulent. Oui. Il y avait par exemple du Adam Driver qui traînait, il y avait des choses comme ça, mais bon, pour l'instant, rien de sûr. Et il poursuit, le réalisateur Shakman, en indiquant que le film sera différent de tout ce qu'on a vu dans l'univers Marvel, tant en termes d'histoire que d'approche cinématographique. Bon, voilà. Le pipeau est sorti, on verra bien ce que ça donne, en tout cas on l'espère, et pour finir on précise que le film est prévu pour un lancement en mai 2025, donc il va falloir prendre son mal en patience avant de découvrir la famille. On découvrira ça sur pièce, bien entendu. Exactement. Très bien pour Marvel. Passons côté Star Wars, évidemment. Ahsoka qui vient juste de terminer sa diffusion. On vous en parlera en fin d'émission pour vous donner un petit peu notre son de cloche à ce sujet. Et vraisemblablement, les gens se sont un petit peu posé la question, est-ce qu'il y aura une suite après l'épisode 8 qui clôt pas vraiment beaucoup de choses, sans spoiler quoi que ce soit. Et en fait... Très honnêtement, moi je m'attendais à ce que la suite, ça soit le film qui a été annoncé par Dave Filoni à la Star Wars Celebration cet été. Ça me semblait logique puisqu'une saison 2 d'Ahsoka n'a pas encore été annoncée et qu'à la fin du générique d'Ahsoka, il n'y a pas écrit Ahsoka reviendra pour une saison 2, ce que fait d'habitude Disney+. Et en l'occurrence, il y a des informations chez Deadline, des informations d'insider, comme quoi une saison 2 serait peut-être plus possible que ce que l'on nous a pour l'instant annoncé. Vraisemblablement, c'est pas encore tout à fait avancé, mais peut-être que ce serait possible. En tout cas, il y a quand même pas mal de films qui sont laissés en suspens à la fin de cette saison 1, donc ce serait plutôt plausible, mais pour l'instant, rien d'officiel à ce sujet pour le moment.
On va continuer avec Star Wars, puisque Guillermo del Toro, à l'occasion du 10e anniversaire de Pacific Rim, a donné une interview à Collider, magazine américain, qui revenait notamment sur un des projets Star Wars qu'il avait et qui ne s'est jamais fait. C'est un projet Star Wars qui incluait notamment Jabba le Hutt, et qui devait nous faire découvrir un petit peu son avènement et puis sa chute dans l'Empire du Crime. Et honnêtement, moi, quand on me dit Guillermo del Toro et Jabba le Hutt, je me dis... Bah ouais, grave. Bah de ouf. Ça aurait pu être incroyable. Ouais, c'est clair. Adoré voir ce film. Et en l'occurrence, ça s'est jamais fait, mais comme tellement d'autres projets, d'ailleurs je crois que ce projet-là a jamais été annoncé officiellement par Lucasfilm. C'est la première fois que j'en entends parler. Hein. Ouais, c'était à la grande époque où Lucasfilm cherchait des spin-offs un petit peu partout, donc on a eu Rogue One, on a eu Solo, et puis bon, le succès... très en demi-teinte, pour être très gentil, de Solo ayant été ce qu'il a été, ils ont complètement arrêté en fait de développer ces projets-là, donc il est probable que le projet de Guillermo del Toro sur Jabba se soit éteint à ce moment-là, donc voilà, il avait vraiment développé plein de trucs avec son équipe, mais bon, ça ne se fera jamais, vraisemblablement, tant pis. Bon, tant pis, mais peut-être qu'un jour on aura un scénario qui sortira, on aura peut-être un bouquin autour de ça. Mais c'est vrai que l'univers de Del Toro se marie super bien avec le côté monstre de Jabba et toute sa clique qu'on voit notamment dans Retour de Jedi, ça aurait été incroyable. J'aurais bien aimé le voir naviguer les eaux, on va dire, très aseptisés du studio Lucasfilm avec son style très particulier. Ça aurait été quelque chose, à mon avis. Peut-être pour ça que ça s'est pas fait non plus. Quoi. Ouais. Je pense. Ouais. Parlons de Joker 2 qui a dévoilé une nouvelle image de son tournage. Ouais, c'est Todd Phillips, le réalisateur de Joker et de Joker 2 Folie à 2, donc qui est le sous-titre du film avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga. Todd Phillips a l'habitude de poster régulièrement des photos du tournage, et là, il l'a posté il y a 6 jours, le 4 octobre, et c'est une photo sur laquelle on voit Joaquin Phoenix en Joker, qui n'est pas maquillé en Joker, qui est en fait entouré de personnes avec des parapluies de couleur sous la pluie, et c'est évidemment une référence au parapluie de Cherbourg, parce que rappelons que Joker 2 est en partie, voire totalement, on ne sait pas encore, une comédie musicale. Donc voilà, la référence est quand même très très appuyée. Oui. Et dans son message posté sur Instagram, sur cette photo, en fait, il a accompagné d'une légende en disant merci à tous pour les messages. Il y a 4 ans, nous étions en train de tourner ce film-là, le premier, et beaucoup de bons souvenirs, et il y a beaucoup de choses à venir. Donc voilà. On a hâte quand même de découvrir Joker 2 qui sortira, si tout se passe bien, le 2 octobre 2024 dans les salles françaises. Dans à peu près un an. Exactement. Moins d'un an désormais, ça y est. Tout à fait. Alors, on parlera de Loki en fin d'émission tout à l'heure également, puisqu'on a vu tous les deux l'épisode 1. On voulait revenir un petit peu sur une information, puisqu'au moment où on vous a publié une vidéo au sujet de Loki sur YouTube et Dailymotion, d'ailleurs allez la voir, on se demandait comment ils allaient gérer les problématiques, on va dire, avec la justice de Jonathan Majors, et il se trouve que le producteur exécutif de Loki s'est exprimé sur la question, en disant que, en fait, ils ont pas géré la question. Ouais. Ils avaient déjà tourné à peu près tout, il n'y a pas eu de photographie supplémentaire, il n'y a pas eu de reshoot, comme on dit, de Loki saison 2, et donc ils avaient, on va dire, raconté ce qu'ils avaient à raconter dans le tournage principal, et donc ils n'ont pas eu besoin d'avoir un tournage supplémentaire. Donc, tout ce qui était écrit pour Jonathan Majors, et donc Kang dans Loki saison 2, a été utilisé, et va l'être dans le montage terminé, et évidemment, comme d'habitude, la pirouette habituelle, c'est j'en sais pas plus que vous à l'heure actuelle, donc on se permet pas de faire quoi que ce soit à ce sujet. Donc voilà, comment Marvel a géré le cas de Jonathan Majors, on a la réponse désormais, ils ont rien fait, tout simplement. Et ils sont en attente. Ils attendent le procès. Ouais, exactement. Voir ce que ça va donner. Donc évidemment, on imagine que si la fin du procès n'est pas heureuse pour Jonathan Majors, que Marvel va certainement sévir, on imagine. Couper la tête. Exactement. Oui. Parlons du projet Star Trek par Quentin Tarantino, qui s'est pas fait, hein, on est d'accord, mais non. Il avait des idées en tout cas. Oui, il avait beaucoup d'idées. En fait, non. Pour rappel, il y a quelques années, en fait, il se murmurait que Quentin Tarantino était sur un film Star Trek. C'est confirmé, hein, qu'il était vraiment en train de bosser sur un film Star Trek. Ça aurait pu être son dernier film, parce qu'il annonce depuis assez longtemps que son 10e film sera son dernier. Mais bon, ce sera pas celui-là. Mais on a appris quelque chose très récemment par Lindsay Anderson Beer, en fait, qui a participé
participé à l'écriture du projet inachevé de Quentin Tarantino pour un film Star Trek et qui s'était penché dans le Hollywood Reporter. En fait, on apprend que Tarantino avait des idées, mais vraiment assez dingues pour le film. À chaque fois, il débarquait en salle de réunion et en salle avec les scénaristes pour expliquer plein de projets différents, plein d'idées c'était complètement barré, hein, d'après ce qu'il a dit. On aurait pu avoir vraiment un Tarantino dans l'espace. Très honnêtement, c'est ça en fait si on traduit. Ce qu'on aurait adoré voir. Personnellement, j'aurais adoré voir un Tarantino dans l'espace. Malheureusement, en fait, ça ne s'est pas fait et ce projet avait été développé à l'époque et présenté même par J.J. Abrams en décembre 2017, mais Paramount a mis le holà là-dessus, a dit non, a dit c'est mort, on ne le fera pas. Et par contre, un Star Trek 4 plus classique est actuellement en préparation avec Chris Pine, qui reviendra toujours dans la peau du capitaine Kirk, toujours du côté de la Paramount, mais on aura plus de nouvelles de casting d'ici quelques temps. C'est ça. Ouais. On en parlait la semaine dernière, a priori ils sont en train de travailler sur un reboot également, côté Star Trek. Ouais. Voilà où on en est pour l'instant. Du côté de Star Trek et la licence, en tout cas filmique, pour l'instant on est un petit peu en attente de ce point de vue-là. Passons à ton point box-office, Adrien, si tu le veux bien. Yes, avec beaucoup de films cette semaine, et plusieurs entrées dans le box-office, notamment Le règne animal, film français avec Romain Duris, qui vient de sortir et qui cumule déjà plus de 180 000 entrées sur 427 copies au terme de son premier week-end. Donc on n'a même pas la première semaine encore, mais c'est déjà beau d'avoir fait 200 000 entrées sur un seul week-end pour un film de genre. Déjà précisons que c'est un film de genre. C'est un film qui n'a pas eu une promotion non plus énorme, je trouve, et qui est très bien vu par la critique. En tout cas, il est salué par bon nombre de critiques et le public a l'air de répondre présent. Donc ça fait très plaisir de voir qu'un film de genre français continue à cartonner. Pareil, en fait, on rappelle aussi que Romain Duris est un habitué des films de genre parce qu'il avait joué dans un film, c'était pas Le Brouillard, comment ça s'appelait déjà ce film-là ? La Brume, merci, La Brume, qui se passait dans Paris avec une brume meurtrière, etc. Donc c'est cool qu'on tente des films de genre en France. Je continue avec The Creator, qui lui en France fait 262 000 entrées pour sa première semaine, ce qui est pas mal. Encore une fois, c'est ce qu'on va dire chaque semaine, je pense. The Creator, c'est régime tranquille, ça sera pas un énorme carton. Je pense pas que ce soit un flop non plus. Voilà, il rentrera sûrement dans ses frais, mais c'est pas non plus, C'est pas un raz-de-marée. C'est pas un raz-de-marée, malheureusement. Je poursuis avec Indiana Jones et le cadran de la destinée. Alors évidemment, il est sorti il y a quelques temps, mais il vient juste de dépasser les 3 millions d'entrées en France, et ça en fait le 9e film, seulement le 9e film en France à atteindre ce chiffre en 2023. Donc quand même, Indy, même s'il n'a pas performé comme on aurait pu l'espérer, a réussi un petit coup. Je continue avec The Exorcist Believer, qui en français s'appelle L'Exorciste Dévotion. Qui lui vient de sortir aux États-Unis et fait déjà 27 millions de dollars de recettes pour son premier week-end avec un budget de 30 millions. Donc bon, là on sent qu'il n'y a pas de souci côté film d'horreur. Universal par contre a quand même dépensé 400 millions de dollars pour acquérir la franchise, donc l'amortissement se fera sur plusieurs films, plusieurs années. Il va falloir justement rentabiliser toute cette licence créée par William Friedkin à l'époque, l'exorciste. William Friedkin qui déteste... Alors William Friedkin est mort très récemment. Et pour la petite histoire, William Friedkin était très déçu avant de mourir que la licence se poursuive sans lui et que ce soit le mec qui a fait Halloween, les nouveaux Halloween, qui s'en occupe. J'ai plus les citations exactes de Friedkin, mais vraiment il lui crachait dessus quoi. Enfin, c'était pas très beau à voir. Bon, ça n'empêche pas là apparemment le remake, reboot de fonctionner. Il sort en France la semaine prochaine si je me souviens bien. Et je vais terminer par Equalizer 3 avec Denzel Washington qui lui a déjà fait 832 000 entrées au terme de son 5e week-end en France, donc quasiment 1 million d'entrées en France, et c'est le plus grand succès de la franchise, en tout cas en France, pour la franchise portée par Denzel Washington, donc c'est pas mal du tout. Moi j'aurais pas parié non plus sur cet épisode-là pour performer à ce point-là. Et là, il a 832 000, il y a moyen qu'il atteigne les 900 000 en bout de course. Voilà. Ok, bah écoute, joli succès quand même. Hein. Ouais, tout à fait. Merci pour ton point box-office, Adrien, de cette semaine. Plaisir. On attendra évidemment la suite la semaine prochaine. En attendant, on va faire une discussion à la chill, comme d'habitude. Toutes les semaines, on décide de vous parler en fait d'un sujet. Et le sujet de cette semaine est simple. Est-ce que Pixar est en train de devenir un des studios d'animation mondiale un petit peu à la traîne, alors qu'il a été pendant des décennies à la pointe
de tout ce qui se faisait de meilleur. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un âge, on va dire, plus en deçà du côté de chez Pixar, là où on pouvait avoir l'âge d'or, on va dire, sur les 15-20 premières années, et que depuis, on est plus sur un âge d'argent, pour être gentil. Il y a plusieurs raisons à ça, je pense. Il y a plusieurs angles d'attaque sur ce sujet-là. On peut commencer par peut-être la façon dont sont distribués et diffusés les films Pixar aujourd'hui. Ouais. Comme tu l'as dit, il y a 15-20 ans, c'était au cinéma, c'est très classique. Voilà, on balance le film Toy Story 3, etc. Aujourd'hui, il y a Disney+ qui existe. C'est vrai. Et donc, en fait, le fait qu'il y ait une plateforme fait qu'il y a peut-être moins d'attente pour un film qui est au demeurant peut-être très bien le film, hein, mais il n'y a plus autant de marketing autour du projet, il y a peut-être moins de créativité aussi pour pousser ce projet à l'intérieur du studio, etc., etc. Moi je pense que ça c'est un coup dur déjà pour Pixar de plus être sur le devant de la scène comme il l'était il y a quelques années. Je sais pas ce que t'en penses toi. Je suis hyper d'accord, à partir du moment, en fait le marqueur c'est le Covid. Ouais. Puisque le Covid arrive, c'est la sortie de En Avant. En Avant, film avec Chris Pratt notamment, Tom Holland aussi. Et qui a évidemment une fenêtre d'exploitation qui est complètement tronquée, puisque arrive le Covid et donc les confinements, et donc une fin d'exploitation qui se termine du coup en juin, au bout de 2-3 semaines, quoi, même pas. Ouais. Le film arrive ensuite très vite sur Disney+, pour pouvoir se rentabiliser un petit peu, puisque Disney+ est arrivé en France, c'est en avril 2020 de mémoire, et donc évidemment il faut transitionner dans une période qui est très compliquée pour l'industrie cinématographique. Pas que, mais voilà, c'est de ça qu'on parle. Bien sûr. Et ensuite arrive du coup le prochain projet Pixar, qui est Soul. Et Soul sort le 25 décembre 2020 uniquement sur Disney+. Ouais. Ce sera le cas également de Luca et de Alerte Rouge de mémoire. Ouais, tout à fait. Les trois. Ouais. Voilà, les trois seront, on va dire, moi, de mon point de vue, seront entre guillemets sacrifiés. Non, mais c'est totalement sacrifié. D'un point de vue de communication, sur l'autel de Disney+. Puisque, en fait, la grande promesse de Disney à cette époque, c'est de dire nos meilleurs films sont sur Disney+, et donc, et tu remarqueras d'ailleurs que les seuls à avoir continué post-Covid, c'est Pixar, puisque tout le reste est ensuite retourné au cinéma. Donc il y a eu cette phase un peu où j'ai été un peu dans l'incompréhension, de me dire mais que fait Disney avec un de ses joyaux qu'est Pixar. Ils étaient perdus, ils voulaient absolument continuer à être rentables, ce que je peux entendre, mais ils étaient perdus, ça se sent au niveau de la communication et de la diffusion. Ils voulaient absolument continuer, ils avaient des projets dans les cartons, c'était prêt à sortir, donc évidemment qu'il fallait les sortir. Je te rejoins à 100% sur le fait qu'ils ont été sacrifiés ces trois films. Notamment Soul, qui pour moi, parce qu'on parle souvent de Pixar majeur, de Pixar mineur, pour moi Soul, encore une fois, c'est tout ce qu'on va dire là sur nos avis de films, c'est très subjectif, hein, mais pour moi Soul est un Pixar majeur. Pixar majeur que j'aurais adoré voir au cinéma par exemple. J'aime beaucoup Soul. J'aime énormément Soul. Pour l'aspect technique, je le trouve assez bluffant. Et les autres sont pour moi un peu plus mineurs. Mais au-delà de ça, même si c'est un Pixar mineur, ça n'empêche pas que le film n'a pas eu toute la portée qu'il aurait dû avoir et il n'a pas touché le public qu'il aurait dû toucher. C'est malheureux, mais en fait, les gens ne se souviennent plus de Luca et se souviennent encore moins d'Alerte Rouge. Tu dis Alerte Rouge aux gens, ils font ah oui, ça a dû exister vite fait, comme ils s'en rappellent pas, quoi. C'est compliqué, et au-delà de ça, il y a la qualité, mais on en parlera après, quoi. Ouais. Le vrai souci pour moi, c'est que du coup, de fait, en mettant ces films-là sur Disney+, Disney s'est dit, on va compter sur la force de communication intra-Disney+, c'est-à-dire que les gens qui sont sur Disney+, qui sont abonnés, ils vont voir qu'on les met en avant sur la homepage de Disney+, et donc du coup, les gens qui sont abonnés seront très contents d'avoir le nouveau Pixar dans leur abonnement. Le problème, c'est que tous les gens qui sont pas abonnés à Disney+, comment tu leur parles? Et en fait, il y a eu très très peu de marketing extérieur à Disney+, ou alors ça a été tellement mal fait qu'on l'a pas vu. Oui, voilà. Et du coup, ce qui fait que, en réalité, tu les sacrifies d'un point de vue communication, ces films-là. Alors effectivement, la communication, ça coûte très cher de nos jours pour le cinéma, mais typiquement, moi je me souviens
très bien d'une discussion que j'ai eue avec ma belle famille qui a des enfants qui sont en âge d'aller voir tous les Pixar au cinéma, et qui n'était pas au courant qu'il y avait un nouveau Pixar qui était sorti. Oui, parce que c'était plus en grande pompe, il y avait plus tout ça. Ce qui est très logique aussi, c'est parce que tu peux pas faire autant de communication si le cinéma, c'est là où les gens se déplacent. C'est quand même un événement, c'est comme aller au théâtre, c'est comme tout ça. Par contre, si tu restes chez toi, évidemment que c'est plus compliqué de toucher les gens, parce que il y a moins, déjà on avait plus d'interaction avec les gens, il y avait plus tout ça, donc c'est extrêmement compliqué. Au-delà de ça aussi, je trouve que cette communication faite exclusivement pour les plateformes a desservi les films qui sont ensuite sortis au cinéma. Les autres films Pixar, parce qu'on a eu d'autres films Pixar qui ensuite, après le Covid et toute cette phase-là, sont sortis au cinéma, et notamment Buzz l'éclair et Élémentaire. C'est les deux autres films, c'est les seuls qui sont sortis au cinéma depuis le Covid, et que Disney a mis en place cette communication exclusivement sur la plateforme Disney+. En fait, le problème de ça, Buzz l'éclair était un four, mais genre vraiment un four, genre ça n'a pas marché du tout. Élémentaire est un cas particulier. Est un cas particulier parce que c'était un four. Alors, encore une fois, je vous invite à écouter notre critique. Toi, t'avais plutôt bien aimé, moi, j'avais vraiment pas aimé du tout. Ouais. Mais encore une fois, c'est pas le sujet de ce truc-là. Le sujet, c'est que je pense que Élémentaire n'a pas marché parce que Disney a dû être frileux sur la communication autour d'Élémentaire, et donc n'a pas justement rassemblé toutes ses armes pour en parler. Et Élémentaire a commencé, c'est un slow burn, hein, on dit ça, en fait, ça a commencé tout doucement. Et puis en fait, au fur et à mesure, on s'attendait à un four, mais les gens, avec le bouche à oreille, se sont réveillés, sont allés au cinéma, et le film est devenu rentable, et le film, en fait, finalement, est rentré dans ses frais, il n'y a pas de souci. C'est intéressant comme façon de voir les choses. C'est vrai qu'on n'en a plus trop des succès comme ça de nos jours au cinéma, parce que le cinéma de 2023, mais ça existe depuis quelques années déjà, c'est on donne tout pour que le blockbuster fonctionne de fou sur ses 2 premiers week-ends, et après, bon, s'il s'éteint, c'est pas très grave, il se sera déjà rentabilisé d'ici là, et bon, s'il a un succès pendant 15 semaines à la Avatar 2, bon bah ça c'est le rêve. Mais en l'occurrence, les films Pixar, on attendait d'eux de tout cartonner pendant une période étendue, mais surtout de se rentabiliser très vite, ce qui n'a pas du tout été le cas d'Élémentaire, parce qu'Élémentaire, on le rappelle quand même, c'est les chiffres les plus bas d'un lancement Pixar depuis le début quasiment du studio, et pourtant, malgré tout, les gens ont fini par aller le voir, et désormais le film a 500 millions de dollars de recettes à sa ceinture, ce qui est pas rien du tout. Alors évidemment, on est loin des projets milliardaires des studios Pixar précédents, je pense aux Indestructibles notamment, mais le fait est que le film a réussi à trouver son public, ce qui n'était pas du tout donné à l'époque où on a traité du film dans les points box-office, et donc quelque part, le succès tardif d'Élémentaire interroge sur la stratégie de Pixar et de Disney, puisque le film, pareil, a trouvé très très vite son public sur Disney+, il a fait 60 millions de visionnages sur son premier jour, ce qui est plus que Gardiens de la Galaxie 3, et ce qui est plus que La Petite Sirène, qui avait pourtant été produit exclusivement pour Disney+. Donc ça montre quand même que le film a réussi à trouver son public et que les gens l'attendaient. Du moins sur Disney+. Donc ce qui est très étonnant, désormais, à la place de Disney, mais qu'est-ce que tu fais, quoi ? C'est ce que pose justement comme question Pete Docter, donc responsable du studio Pixar maintenant, qui lui se dit qu'est-ce qu'on fait, comment on distribue nos films, comment on va revoir un peu notre copie, parce que y a un truc bancal en fait, ça fonctionne plus. Lui, voilà, on prend l'interview qu'il a donné très récemment. Il a réfléchi à tout ça et il explique au New York Times en fait, par rapport à Élémentaire notamment, j'ai toujours su qu'Élémentaire parlerait à beaucoup de gens. Nous avons réévalué les projets sur lesquels nous travaillons en ce moment. Quel genre de film souhaitons-nous faire ? On va commencer par redoubler d'efforts sur ce qui nous a permis de parler au public. Donc tu sens qu'en fait, au-delà même de la communication, ils veulent aussi se recentrer sur les histoires et sur ce qu'ils veulent raconter aux gens. C'est vrai. Parce qu'au-delà de ça, on va pas se mentir, il y a aussi un problème de qualité chez Pixar. Encore une fois, c'est subjectif. Encore une fois, c'est très subjectif. Mais si on reprend les Pixar de la grande époque, évidemment, tout ça fait que ça a quand même vachement changé en quelques années, et qu'on est plus sur la Rolls-Royce de l'animation, quoi. Malheureusement. Vas-y. Ouais, il faut bien voir que Pixar, c'est un studio d'animation pionnier.
dans l'animation en 3D, qui a très vite obtenu des Oscars du meilleur film, qui a obtenu très vite des mentions très honorables dans un certain nombre de cérémonies de remise de prix, et qui a, au bout d'un moment, été ingéré par Disney, et on n'en a pas vu tout de suite les séquelles de ce rachat. Tout ça, c'est venu plus tard, sur la dernière décennie, j'ai envie de dire. Ouais. Où on voit qu'il y a une propension très importante de Pixar à aller chercher des suites, à aller chercher des spin-offs. Ça m'a... Alors, les suites, ça me dérange moins, parce que tu vois, Toy Story 2 est une suite incroyable, et Toy Story 3 encore plus. C'est plus au niveau, par exemple, de films qui tentent des choses, mais qui ne parlent pas du tout au public. Par exemple, Le Voyage d'Arlo, ça ne fonctionne pas du tout. Les gens s'en fichent de ce film, il n'existe même pas dans l'esprit des gens pour... tu vois. Rebelle, tu vois, c'est vite fait. Voilà, il y a des films qui commencent à faire ça. Mais je suis d'accord avec toi sur le côté suite et spin-off. Moi, ça me dérange pas que tu fasses une suite et un spin-off si c'est vraiment pensé pour apporter une pierre à l'édifice, que ce soit vraiment intéressant. Les Indestructibles 2 est un incroyable film, tu vois, parce que ça a été pensé. Ils l'ont pas fait à la va-vite. Le premier Indestructible est sorti en 2004, je crois, le deuxième en 2018. Enfin, tu vois, voilà, ils ont laissé le temps. Oui, clairement. Tu sens que Disney a sûrement mis plus de pression pour qu'il y ait plus de films. Sans doute. Ça doit être ça. Et au bout d'un moment, bah, évidemment, t'épuises le filon aussi des bonnes idées. C'est-à-dire qu'au début, on n'avait que des films incroyables au tout début, dans les années 90-2000, c'était une vraie folie. Puis au fur et à mesure, bah, dans les années 2010, ça devient un peu plus compliqué, quoi. Donc pour un vice-versa, tu vas te manger un Voyage d'Arlo, un Rebelle, et puis après un En Avant, qui sont des films très mineurs, quoi. Et d'un coup, il y a un Coco qui pop. Et puis ensuite, hop, tu redescends avec un Alerte Rouge, etc., quoi. Donc évidemment, bah, plus t'en fais, moins t'as de qualité aussi régulière, ce qui est très logique, hein, je leur en veux pas pour ça, quoi. Le truc, c'est qu'aussi en face, il y a la concurrence. C'est ça. Il y a une concurrence interne avec les films Disney, pas les films Disney Pixar, mais vraiment les films Disney, comme les films Vaiana, les films Réponse. Tous ces Disney-là sont très cool. Même les films, dans l'idée, par exemple, Zootopie, qui pour moi devrait être un Pixar, en fait. Très honnêtement, des animaux qui vivent dans une ville comme ça fait très Pixar dans l'idée, mais non, c'est un film Disney. Et ils se sont fait bouffer au fur et à mesure par cette concurrence. Et en face, il y avait DreamWorks. Bon, DreamWorks qui était en concurrence depuis très longtemps, avec des Shrek, avec tout ça. Mais ils arrivent avec du dragon, ils arrivent avec des films comme ça. Et tu fais, ah ouais, bah en face, ça tape lourd aussi, quoi. Donc, le roi commence à perdre un petit peu de... tu vois. Et puis il y a aussi une nouvelle garde, je pense à Sony Pictures Animation, avec évidemment les Spider-Verse, où on te montre aussi une nouvelle façon de faire, pas nécessairement que de la 3D, mais aussi une nouvelle envie, une dynamique différente dans ce qu'on est capable de faire sur l'animation et dans ce qu'on est capable de te raconter aussi. Parce qu'il y a un truc, je sais pas si vous les avez vus passer, ce genre de mème autour des studios Pixar. À chaque fois qu'un Pixar est annoncé, on nous dit « Ah, c'est encore le même film comme d'habitude. C'est à une époque, c'était « Et si les jouets avaient des émotions ? Et si les fourmis avaient des émotions ? Maintenant, c'est « Et si les émotions avaient des émotions ?» Tu vois, c'est bon. C'est des films high concept. Exactement. Mais ça, ça, à la limite, c'est génial. Mais le problème, c'est que c'est dur de trouver des high concept à chaque film. Voilà. C'est ça le problème. Et moi, j'adore les films Pixar. Et c'est vrai que arrivé à un certain moment, il y en a certains que j'ai même pas ressenti le besoin d'aller regarder, en fait. Ouais, pareil. Si tu parlais du Voyage d'Arlo, le Voyage d'Arlo, je l'ai pas vu. Buzz l'éclair, je suis pas allé le voir, tu vois. Et c'est des films comme ça où parfois je regarde l'abondance et je me dis ouais, ce film là je vais trop adorer. Moi il y a des films encore récents de chez Pixar qui réussissent à m'émouvoir. Le dernier en date c'est Coco quand même, il a 5 ans. Donc, Mama Coco. Donc voilà, mais je pense que le fait de toujours faire un petit peu d'essayer de faire parfois un petit peu du réchauffé. Moi, l'exemple parfait, pour moi, c'est le monde de Dory. Le monde de Dory, c'est très joli. Il n'y a aucun problème et on ne mettra jamais en défaut Pixar pour la beauté de son animation et la qualité de ce qu'il nous présente. Évidemment. Mais
Même encore aujourd'hui, c'est incroyable. Voilà, mais sur ce que ça nous raconte parfois, par contre, je suis désolé, ça me laisse de marbre. C'est ça. Moi, le dernier qui m'a fait... Alors, Coco, j'ai adoré, mais tu vois, Soul aussi, pareil. Je l'ai trouvé extrêmement touchant. J'ai versé ma petite larme sur Soul, mais ça faisait bien longtemps qu'un Pixar ne m'avait pas touché, en fait. Tu vois, en plein cœur. Mais vraiment, Soul m'avait vraiment, vraiment touché, et je le trouve magnifique techniquement aussi, d'en parler. Hein. Techniquement, c'est une folie. Dans Soul, la sueur sur le visage des musiciens, etc. Tu dis, en animation, on arrive à faire ça. Tu vois, ce qui me manque en fait dans les Pixar à l'ancienne, ce qui me manque des Pixar à l'ancienne, ce qu'on n'a plus vraiment aujourd'hui, c'est ce côté un petit peu, tu vois, crème qui pique. Tu vois, il y a un côté, c'est touchant, et en même temps, ça vient de piquer quand même sur des trucs un peu, voilà. Et ce que je ressens plus du tout aujourd'hui, tu vois, je suis fan de Toy Story, c'est mon dessin animé préféré, genre vraiment de tous les temps. On m'annonce un film Buzz l'éclair. Avec Chris Evans, tu vois, en doubleur de Buzz l'éclair. Je me dis, putain, mais c'est fou, les gars, c'est génial, je suis trop chaud. Rappelle-toi, à l'époque, j'étais chaud et tout, je suis trop bien. C'est vrai que t'étais super chaud. Attends, ils te mettent du David Bowie dans le teaser et tout. Je fais, les gars, vous avez tout compris, Je mate le film, je fais, ah ouais, mais en fait, il y a des bonnes idées, hein, il y a des trucs un peu de scénar SF qui sont sympas, mais ça tient pas et ça tourne à vide, et tu fais, mais non, en fait, vous avez eu l'idée de faire ça, mais vous l'avez pas développé. Comme à l'époque, vous développiez énormément vos concepts, et ça se tenait de A à Z. Aujourd'hui, ça se tient plus, quoi. C'est ça le problème. Ouais. Moi, je pense que ce qui me manque aussi chez Pixar, le Pixar de la grande époque, c'est la création des mondes. J'ai toujours été très impressionné par leur façon d'aller chercher le détail, d'aller chercher vraiment tirer le fil jusqu'au bout. Tu vois, on aime ou on n'aime pas Cars, mais honnêtement, Cars, c'est dingo comment ils font un monde de leur high concept, quoi. Et oui, bien sûr. Et ça, c'est vrai que... Cars, c'est pas un mauvais film, hein, le premier, moi j'aime bien. Ouais, mais carrément, tu vois. Mais c'est vrai que là-dessus, moi, il m'avait choqué. Alors évidemment, je préfère les Pixar qui te racontent quelque chose. Genre, alors évidemment, Wall-E, comment tu veux... Bon. En fait, on a plus là-haut, tu vois, c'est... Non, mais... Ouais, mais là, c'était le Golden Age. Hein. C'était à l'époque, ils te sortent là-haut. Alors, Wall-E, c'était en 2007-2008, je sais plus, un truc comme ça. Et juste après, ils te sortent là-haut. Les mecs, c'est des génies. Enfin, c'était. Et en plus, il y avait un sujet d'actu de ouf sur Wall-E, enfin, etc. C'était un peu visionnaire de faire ça. Wall-E, c'est 2008 et là-haut, c'est 2009. C'est 2009. Ah ouais, tu vois, un an d'écart. C'est juste une folie. Et Wall-E, qui était une prise de risque avec la moitié du film, voire les 3/4 peut-être, où ça parle pas. Ça va empêcher le film de cartonner, mais bon. Franchement, il y a plus ce truc-là, il y a plus cette attente, il y a plus. On parle, en fait, c'est un peu comme les films de Burton à l'époque. Tu sais, avant on disait, on va voir les films de Burton et tout, ça va être trop bien. Maintenant, avant on disait, on va voir un Pixar, c'est le dernier Pixar, il va forcément être cool. Mais en fait, plus personne dit ça aujourd'hui. T'es plus hypé, on est plus hypé par le Pixar, malheureusement. Parce que pour moi, le vrai souci vient d'un trop-plein peut-être, à cause de Disney, toujours Disney, c'est toujours la faute de Disney, et de la concurrence qui, elle, s'est retroussé les manches, et elle propose vraiment des beaux trucs, quoi. Moi, je suis plus hypé pour un Dragon 3 que pour, tu vois, le Voyage d'Arlo, qui ont dû sortir à la même période, je pense, un truc comme ça, tu vois. C'est possible, ouais, vraiment, enfin, ou Dragon 2 à l'époque. Je sais pas, en avant, pour ceux qui l'ont vu, en avant, c'est mignon, quoi. Mais en avant, pour moi, c'est un Disney, juste Disney, c'est pas un Disney Pixar, quoi. Tu vois. Mais en fait, je pense... Alors, je sais pas à quel point c'est vrai, et je pense que c'est juste une conjecture de ma part, mais j'ai l'impression que depuis le rachat, il y a certainement eu des synergies qui sont allées plutôt dans le sens de Disney, plutôt que dans le sens de Pixar. Ce qui fait que certainement qu'il y a eu une potentielle fuite des cerveaux de la part de Pixar vers chez Disney. Peut-être. Et ce qui fait que très vite, en fait, le studio d'animation Disney 3D, parce qu'à l'époque du rachat de Pixar, Disney faisait encore de l'animation 2D, a sans doute permis de regravir une marche supplémentaire et d'arriver à niveau, voire même de dépasser Pixar par certaines ambitions. Alors par contre, je trouve que sur les pitchs, il y a toujours des trucs intéressants chez Disney, mais sur les scénars, par contre, c'est toujours un petit peu pauvre côté Disney Animation. En général, ouais, c'est vrai que c'est assez pauvre. Je suis d'accord avec toi. Mais ça devient le cas aussi sur les Pixar. Oui. T'as des trucs assez intéressants. Évidemment, il y a toujours le deuxième
niveau de lecture dans les Pixar, mais ça, tout le monde l'a copié aujourd'hui, donc finalement, bon, c'est très rare quand même d'avoir un truc extrêmement basique fait que pour les enfants dans un dessin animé aujourd'hui. Donc ça, c'est plus leur apanage non plus. À l'époque, s'ils avaient ce truc-là où les adultes étaient trop contents d'emmener leurs enfants parce que eux aussi allaient se marrer. Donc c'est plus leur patte à eux. Je pense qu'ils ont moins d'idées aussi, ou peut-être que Disney leur donne moins le temps. Et il y a aussi un truc. Ils sont peut-être bridés aussi dans leur créativité. Peut-être aussi. Je veux pas tirer de conclusion là-dessus, je sais pas, mais voilà. Et il y a aussi le fait que Lasseter, le créateur de Pixar, donc qui était quand même le patron de Pixar pendant des années et des années, ne fait plus partie des effectifs parce qu'il s'est fait dégager parce qu'il s'est fait cancel en fait, pour potentiellement attouchement, etc., quoi. On va pas rentrer dans le détail, mais c'est ça. Une affaire sexuelle et de harcèlement sexuel notamment au travail. Est-ce que quand tu parles le patron et c'est quand même la figure, Lasseter, pendant des années de Pixar. Faut reprendre les choses en main. Peut-être que c'est compliqué aussi. Pete Docter est un super créateur et réalisateur de films, mais est-ce qu'il a les épaules pour tenir un studio entier? Oui. Je sais pas. Et puis il faut bien voir aussi que l'animation c'est un temps extrêmement long. Pour produire un film, qu'on valide des idées 5-6 ans après avant la sortie du film en lui-même, qu'il y a des passes énormes et extrêmement répétées de validation, et que évidemment on fait valider toute la chaîne hiérarchique de Disney, et que de fait on est peut-être moins agile pour un studio comme celui-ci qu'on ne l'a été avant. Et aussi effectivement peut-être que quand tu perds en 2018 on va dire le père fondateur de ton studio, il y a un vide qu'il faut combler, et comment est-ce que tu fais pour faire monter, on va dire, en grade certains autres, et comment on leur apprend le métier. Et, alors moi j'ai aucun problème avec Pete Docter, mais c'est vrai que sur sa période là on a peu de franches réussites côté Pixar, même si voilà, en fait tous les films qu'on a vus là jusqu'à Élémentaire sont très probablement des films qui avaient été validés par la précédente incarnation du studio, à mon avis. Peut-être Élémentaire est passé est le premier qui a validé Pete Docter. Peut-être, oui, qui est l'un des derniers, donc les moyens. Mais en tout état de cause, c'est vrai que la problématique, c'est que il faut créer de la licence. Il faut exploiter de la licence, on en a parlé la semaine dernière dans notre sujet autour des franchises, mais à côté de ça, et c'est quand même assez rare pour le noter, Pixar est encore en mesure de proposer des scénarios originaux, malgré tout. Moins originaux qu'avant, quand même. Mais dans le sens où c'est pas une adaptation, c'est pas une suite. Oui, tout à fait. Par contre, je suis entièrement d'accord là-dessus. Oui, non, évidemment. Et heureusement quand même, parce que c'est quand même leur truc à eux. Enfin, s'ils le font pas, c'est qu'il y a un petit souci. On peut conclure après, mais je te propose un tout petit exercice, un truc sympa qu'on peut faire, c'est reprendre la liste en fait des films Pixar. Et pour toi, où est-ce que ça a commencé à déconner? Moi, je sais à peu près où ça a commencé à déconner. Je vais les dire, et puis alors, vous allez voir, là c'est du haut niveau pour ceux qui ne s'en rappellent pas. On commence par Toy Story en 96. Ensuite, on a Mille et une pattes, 99. Toy Story 2, incroyable, 2000. Monstres et compagnie, 2002. Le monde de Nemo, 2003. Les Indestructibles, 2004. Alors là, on enchaîne les tubes, sans déconner, il n'y a que des trucs incroyables. Cars, 2006. Cars, je suis désolé, il est très bien. Ratatouille, 2007. Wall-E, 2008. Lao, 2009. Toy Story 3, 2010. On enchaîne, mais que des bons trucs. Et là, Cars 2, 2011. On commence à faire une suite qui est... Voilà. Rebelle, 2012. Monstre Academy, 2013. Ça commence un peu à piquer, là. Mais hop, Regain avec Vice Versa, 2015, quand même. Là, on dit pas non. Le Voyage d'Arlo, 2015. Mon Dieu. Le Monde de Dory, 2016. Cars 3, 2017. Et après, t'as Coco, 2017. Les Indestructibles 2, 2018. Toy Story 4, 2019. En avant 2020, Soul 2020, Luca 2021, Alerte Rouge 2022, Buzz l'éclair 2022, Élémentaire 2023. Pour moi, ça commence à déconner à partir de Cars 2 en 2011. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Ils enchaînent du faible, en fait.
C'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de Pixar majeur et Pixar mineur, en fait. Oui, c'est vrai. Oui, avant ça, il y a que des Pixar majeurs. Incroyable, jusqu'en 2011 avec Cars, c'est que du major, c'est assez fou, quoi. Je suis d'accord. Et en fait, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le côté suite et spin-off, il y a un peu de ça, en fait. C'est à partir du moment où il faut savoir que le rachat de Pixar par Disney est conclu en 2006. Donc on va dire au plus fort, en fait. Ça concorde à peu près hein, sur les projets sur lesquels Disney a certainement validé ensuite. Ah oui, c'est ça. Et voilà, alors pour moi, il y a Cars 2 et Monster Academy qui sont des signes. Qui sortent à 2 ans d'intervalle. Et tu vois que... Alors ça les empêche pas de faire des bons films derrière. Hein. Non, évidemment. Vice versa, il y a aucun souci. Le monde de Dory, tu vois. Pour moi, c'est ces trois-là. C'est Cars 2, Monster Academy, le monde de Dory, sur un espace de... Rebelle est pas ouf non plus. Hein. Ouais, mais moi, Rebelle, c'est une copie de Dragon pour moi. C'est ce que je veux dire un peu. J'ai une tendresse pour Rebelle, mais je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Mais alors, pour moi, c'est vraiment les suites, là. Tu sens le cahier des charges. Tu sens la demande qui vient d'en haut. Cars 2, c'est le pire de tous. Cars 2, c'est assez... On devrait faire un jour, on fera une tier list des films Pixar. Cars 2, il est en bas, c'est direct. Genre, il y a même pas... Voyage d'Arlo, il est pas très loin, mais Cars 2, il est vraiment pas bien. Parce qu'au moins, le Voyage d'Arlo a cette idée un peu cool de se dire, tiens, et si les dinosaures avaient continué à vivre sur Terre, quoi. Non, c'est compliqué, quoi. Mais c'est marrant, je voulais faire cet exercice de voir à peu près où ça déconne. Toi, tu me dis qu'en plus, Disney, j'avais oublié, a commencé, tu vois, à acheter Pixar en 2006. Ouais, c'est ça concorde un peu, quoi. Ouais, et je crois que Marvel, ça doit être 2010 ou un truc comme ça. Ouais. Oui, Iron Man était sorti bien évidemment, enfin tous les trucs. Alors que dans le chat, on est en train de te shame parce que tu n'as pas aimé le Voyage d'Arlo. Mais en fait, sur ce genre de problématique, il y a toujours des gens qui ont adoré et des gens qui n'ont pas aimé. C'est normal. Voilà, c'est comme ça. Je l'ai précisé en début de sujet. Bien entendu. C'est très subjectif, chacun ses goûts, et heureusement qu'on a des goûts différents. Exactement. Même si le Voyage d'Arlo est nul. Je déconne. Voilà ce qu'on avait à dire en tout cas sur cette discussion qu'on aura certainement l'occasion de reprendre un jour. Mais voilà ce qu'on avait envie de vous dire au sujet de Pixar cette semaine. On va passer au radar des sorties que je vous ai concocté cette semaine avec une sortie salle que vous allez certainement pas aller voir mais je vous la note quand même. C'est Expendables 4 qui sort le 11 octobre en salle de cinéma en France. Tu nous en as parlé il y a 2 semaines je crois. Le box-office c'est pas ouf côté c'est pire démarrage 4. Pire démarrage de la franchise, donc ouais non. Exactement. Avec le retour de Stallone bien sûr, Jason Statham, Dolph Lundgren, il y a du 50 Cent aussi là-dedans, bon voilà. Je vous le dis, si vous êtes amateur de films d'action, pourquoi pas. Sinon, je m'imagine pas que vous allez voir ça. En streaming, en revanche, côté Netflix, le 12 octobre, je vous propose La chute de la maison Usher, qui est une adaptation de la nouvelle d'Edgar Allan Poe par Mike Flanagan. Mike Flanagan, c'est The Haunting of Hill House, donc qui fait plus ou moins tous les ans une série d'horreur pour Netflix pour la période d'Halloween. Mais qui va apparemment se barrer sur Prime Video après Mike Flanagan. Ouais. Donc Netflix part un grand quand même. Ouais, effectivement. En termes de casting, il y a Mark Hamill et Bruce Greenwood que j'ai vu dans la série. C'est une série de 8 épisodes qui sort du coup en intégralité le 12 octobre sur Netflix. Sur Disney+, je vous propose Doctor Strange 2, même si nous on en a parlé dans Pop Tier en milieu d'année et on n'a pas trop aimé, mais ça sort le 13 octobre, cela dit, si vous n'avez pas encore vu ce film Marvel avec Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen de retour en Scarlet Witch. Le 13 octobre, ça pour le coup, on vous le conseille, c'est Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, ça sort le 13 octobre sur Canal+, en SVOD. On vous le recommande parce que c'est un film d'action-aventure dans l'univers de Donjons et Dragons, mais vous n'avez pas besoin de connaître quoi que ce soit de l'univers du jeu de rôle pour pouvoir kiffer. C'est un film qui est drôle, qui a de l'élan, qui est vraiment dans le genre popcorn en fait absolu. Moi j'ai trouvé que c'était une vraie surprise de cette année. C'est super. C'est honnêtement un film que je regrette de pas avoir pu traiter puisqu'on n'était pas disponible et en vacances à ce moment-là. T'étais où ? Mais qui mérite d'avoir... Moi j'étais au Japon à ce moment-là. et qui mérite d'être vu honnêtement. Si vous êtes abonné Canal+, vous pourrez le voir à partir du 13 octobre et je vous le recommande parce que c'est le genre de film honnêtement où on passe une bonne soirée. Ouais, et puis même mettez-le en VOD comme vous pouvez, c'est vraiment
vraiment un très bon film. Pour une fois, c'est pas une IP originale, mais ça fait du bien d'avoir un film qui respecte le matériau comme ça. C'est super. Exactement. Et c'est déjà disponible en DVD et en Blu-ray si jamais vous voulez vous faire un petit plaisir. Sur Prime Video, je vous recommande également The Burial, qui est un film de tribunal avec Tommy Lee Jones et Jamie Foxx en avocat, qui défend un entrepreneur des pompes funèbres contre un grand groupe funéraire. Donc voilà, on n'en fait plus beaucoup des films de tribunal, et là c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc pourquoi pas, avec 2 acteurs quand même de grand calibre. Donc voilà, ça sort le 13 octobre sur Prime Video. Côté jeux vidéo, j'ai 2 grosses sorties à vous proposer. La première, c'est Forza Motorsport, qui sort le 10 octobre sur PC et Xbox Series X et S. C'est un jeu de simulation automobile qui sera également disponible dans le Game Pass Day One pour les abonnés. Enfin, côté PC, on a Total War Pharaoh qui sort, c'est le retour à l'Antiquité avec ce nouvel épisode de la saga de jeux de stratégie à grande échelle par Creative Assembly. Voilà, donc ça parlera aux amateurs de stratégie. Ça sort le 11 octobre prochain. Le pharaon. Non, je dis, ça parlera aussi aux amateurs de pharaon. Mais okay. Exactement. C'est le chef de nous, le pharaon. C'est le chef de nous. Allez, passons au reco, Adrien. Je te mets tout de suite à contribution puisque tu vas nous parler de Loki épisode 1. Moi aussi, j'ai des choses à dire, mais je te laisse commencer. Merci, mais t'en parleras après aussi. Eh ben, Loki saison 2, épisode 1, diffusé sur Disney+, il y a 7 semaines. Voilà. On précise qu'on spoile pas, évidemment, pour les gens du chat qui seraient éventuellement inquiets. On va faire attention. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu la saison 1, je vais résumer ce qu'est la série Loki. Loki, en fait, c'est le personnage joué par Tom Hiddleston qui se retrouve dans un univers, on va dire, parallèle dans l'idée. En fait, c'est la TVA, c'est la Time Variant Agency. Si je me trompe Authority, pas. Je crois même. Authority, merci. Dans laquelle, en fait, on comprend que les timelines et le multivers sont contrôlés à partir de cet endroit avec une timeline sacrée. Le problème, c'est que Loki va un peu foutre le dawa là-dedans et il va retrouver des variants de lui-même. Donc, il va y avoir un Loki femme qui s'appelle Sylvie, il va y avoir un Loki alligator, il va y avoir un Loki grenouille, etc., etc. Donc, il y a plein de choses comme ça. Ce qui fait qu'en fait, il va se lancer à la poursuite de ces variants à travers le temps et à travers certaines réalités aussi. Donc c'est plutôt bien vu. Et la saison 2, c'est très dur de parler de Loki sans spoiler. Et la saison 2, en fait, la saison 1 plutôt se concluait sur un cliffhanger. Et la saison 2 reprend juste après. Et le premier épisode introduit un nouveau personnage, notamment, plutôt intéressant, qui est joué par Kiwi Kwan qu'on avait vu dans Everything Everywhere All at Once. Et ce personnage qui est un peu décalé promet pas mal de scènes humoristiques, je pense, qui est déjà le cas dans l'épisode 1. Et ce sera aussi l'occasion cette saison 2 de voir beaucoup plus de Kang, qui est le grand méchant de Marvel en ce moment, joué par Jonathan Majors, qui est un peu dans une situation compliquée, on l'a dit en début d'émission, et c'est un peu l'occasion aussi d'introduire ce personnage-là, ses vraies motivations en tant que méchant, au-delà des films Ant-Man 3 et Quantumania, etc. Et puis d'avoir une facette plus humaine de Loki, parce que je trouve que c'est l'un des meilleurs méchants et l'un des meilleurs personnages d'Avengers, en tout cas de Marvel. Et peut-être un de ces quatre de raccrocher les wagons avec ce qui se passe en ce moment dans le MCU au cinéma. Pour moi, c'est vraiment la meilleure série Marvel, alors, du MCU, je parle. Qui est sorti ces dernières années. Ça dépasse WandaVision, ça dépasse tout ça parce que l'acting est bien meilleur. On a Owen Wilson aussi, on a plein d'acteurs de gros calibre comme tu disais tout à l'heure. Voilà, et je trouve que non, c'est une très très bonne série. T'en as pensé quoi toi? Honnêtement, alors moi j'ai bien aimé la saison 1 et sur ce retour de saison 2, en fait c'est rigolo parce que j'ai l'impression que c'est l'épisode 9, enfin c'est l'épisode 7 de la saison 1 en fait. Oui. C'est tellement il raccroche tout de suite les wagons et t'as l'impression que c'est dans l'instant de la fin de l'épisode 6 et t'as l'impression en fait que c'est vraiment la fin de saison 1 quoi. Et moi j'aime bien, déjà il y a une envie de réal, ce qui est rare côté Marvel Studios en ce moment. Parfois j'ai l'impression, alors c'est peut-être un petit peu cher payé, mais j'ai l'impression de me retrouver dans Inception parfois. C'est un peu too much comme comparaison, mais vous comprenez un petit peu l'idée. Tom Hiddleston est toujours à fond.
tu sens qu'il est toujours concerné. Je suis curieux de voir où va nous mener cette saison 2, puisque la saison 1, elle mettait vraiment en place Loki. Ça faisait longtemps qu'on attendait d'en savoir un petit peu plus sur lui, et j'ai l'impression que cette saison 2, elle va pas mal s'intéresser à sa relation avec Sylvie. Ouais. Oui. Notamment. Et ça, j'ai assez hâte de voir ça. Et comment ils vont faire, en fait, après tout le bordel qui a été créé. Et moi, j'attends quand même encore un peu de zinzinade, tu vois. J'aime bien les dingueries que sont capables de faire Loki et ses variants. Ouais. Mais ça, tu sens qu'ils mettent un petit peu plus le potard sur les conneries et sur le voyage dans le temps, sur des choses comme ça délire un peu plus. Ils sont aussi conscients que c'est fou, et donc les dialogues sont en conséquence aussi, notamment les dialogues entre Loki et Mobius, où les mecs en fait font nimp, mais bizarrement les personnages acceptent ça, mais tu sens que c'est méta en fait et qu'ils rigolent de ça. Donc c'est bien foutu, et surtout c'est très touchant, je trouve aussi, et je pense qu'au fur et à mesure de la saison ce sera encore plus touchant. Il y a vraiment ce côté rédemption du méchant que j'aime beaucoup dans Loki, parce que c'était quand même le méchant principal d'Avengers, et c'était un vrai connard dans Loki. Là ça devient un mec gentil, c'est un trope d'Hollywood de transformer le méchant en gentil, mais c'est bien fait, c'est bien amené, et Tom Hiddleston est un super acteur, donc ça fonctionne encore mieux, quoi. Exactement. Moi j'aime bien, moi. Honnêtement, un premier épisode tout à fait convaincant. Ouais. On attend la suite, on rappelle que c'est 6 épisodes sur Disney+, de façon hebdomadaire, du coup jusqu'à mi-novembre, tout simplement. Exactement. Il y a une série également Disney+, qui vient tout juste de terminer son run sur Disney+, c'est Ahsoka, série Star Wars qui un petit peu, j'ai l'impression, un petit peu fait monter la mayonnaise sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. 8 épisodes cette fois. Ça s'est plutôt pas mal passé. Honnêtement, moi j'étais un petit peu circonspect. Parce que je savais que c'était une série qui pouvait plus ou moins, vu qu'elle donne suite à Star Wars Clone Wars et qu'elle donne suite à Star Wars Rebels, qui sont deux séries d'animation que tout le monde n'a pas vues, évidemment. Non, moi le premier. J'avais un peu peur que les gens soient largués, particulièrement les gens qui n'avaient pas vu tout ça. Et qu'est-ce que t'en as pensé toi justement, parce que c'est ton cas en n'ayant aucune idée. Paumé? Non, pas du tout. J'ai dû te poser une question, je crois, après le premier épisode, mais je sais plus ce que c'était. Non, j'étais pas paumé. Je trouve que c'est plutôt bien amené, parce qu'en fait, c'est des nouveaux enjeux. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Donc en fait, ils raccrochent pas les wagons, tu vois, comme d'autres séries où on se dit, ok, waouh, il faut absolument que tout le monde comprenne. Non, là, en fait, ils posent de nouvelles bases, de nouveaux enjeux. Comme on a déjà vu Mandalorian et ce genre de séries dans le même univers et filmé un peu de la même façon, on va pas se mentir. Ça, par contre, ils réinventent pas la roue. Donc, t'es un peu en territoire connu. C'est pas, tu vois, désagréable quand tu y vas. Les acteurs, tu les as déjà vus en plus. Enfin, genre Ahsoka, on l'avait déjà vu dans Mandalorian et Book of Boba Fett et trucs comme ça. Donc en fait, ça va. L'introduction est pas trop difficile. Moi, c'est plus sur la durée. En fait, j'ai fait 8 épisodes pour ça. C'est quand même très long pour ce que ça raconte. À savoir, pas grand chose. Voilà, j'étais un peu déçu là-dessus. Et je préférais qu'il termine avec un film plutôt qu'une saison 2. Quoi. Ouais, je comprends. Moi, écoute, je suis un petit peu plus positif que toi, parce que je suis... Pas mal de choses qui ont été faites dans cette série me plaisent pas mal, notamment dans la continuité de ce que j'avais vu précédemment côté série d'animation. Donc je trouve honnêtement qu'on y perd quelque chose à pas avoir vu les séries d'animation, mais en même temps, comment veux-tu l'attendre de qui que ce soit en réalité? Moi j'aime bien, il y a un développement du personnage d'Ahsoka, il y a une on va dire... une évolution. Il y a des... Si, quand même. Si, quand même. Et il y a, à part le sourire qu'elle fait tout le temps en mode « Ah, je vois des choses ». Elle a un sourire bizarre tout le temps et elle n'évolue pas. C'est un personnage qui n'évolue pas. Je suis désolé, elle fait rien de spécial. C'est subtil. Ouais, j'ai dû cligner les yeux, mais... Non, mais moi, en fait, si tu veux, ce que j'aime bien, c'est qu'on renoue un petit peu avec le côté magique de Star Wars. Le côté un peu... en fait, il se passe des choses et on n'a pas forcément besoin de te l'expliquer. Ça, j'ai bien aimé le côté combat au sabre laser. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des sympas comme ça. Ils sont très bien. Les phases dans l'espace sont super. Ouais. Il y a une
pas une réal, mais une façon de mettre en image tout ça qui est plutôt cool. Sauf quand on revient un petit peu sur les travers de la photographie grise et marronâtre et trucs, et ça c'est chiant. Je suis assez d'accord avec toi. Et le côté aussi, quand on utilise un peu trop le volume, ça se voit. à savoir un peu tout le temps, c'est un peu beaucoup, je trouve. Il y a du fanservice qui, moi, m'a évidemment fait plaisir. Mais honnêtement, je voulais aussi mettre un très bon point sur Ray Stevenson, que j'ai beaucoup aimé dans son rôle. Rôle assez charismatique et que j'aurais bien aimé voir un petit peu plus, mais malheureusement l'acteur est décédé, donc ça risque d'être compliqué. Mais honnêtement, ça fait partie des séries Star Wars que je mets en haut du panier de ce que nous a proposé Disney Plus ces dernières années, quoi. Oui, bon, on va peut-être pas épiloguer là-dessus, mais oui, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas non plus incroyable quand même. Non, mais en tout cas, moi d'un point de vue, bah oui, parce que toi peut-être plus parce que t'as vu les séries, t'aimes bien les séries Rebels et Clone Wars. Ouais. C'est quelqu'un qui débarque comme moi. J'ai du mal à, tu vois, je comprends. Au truc. En fait, c'est gentil. C'est très gentil. Mon problème, parce que, alors oui, je suis peut-être un petit peu trop dithyrambique, mais c'est pas un coup de cœur cette série. En revanche, j'aime bien ce que j'ai vu. Il y a des défauts évidemment. Mon vrai problème avec cette série, c'est que je trouve qu'on n'a pas assez de sentiment de danger et d'urgence pour les personnages. Il y a pas d'enjeu. Et ça, c'est un vrai souci. Bah pour le coup, les enjeux sont là, mais en fait, ils sont tellement pas vraiment impactants tout de suite que du coup, tu te dis, ouais, mais en fait, mes personnages, mes héros, ils sont pas vraiment en danger. Et ça, je trouve que c'est un truc qui est raté. C'est pour ça que mais je suis entièrement d'accord, c'est pour ça que je parlais de peu d'évolution du personnage principal en fait, parce qu'en fait, normalement le personnage principal doit souffrir, avoir des problèmes, à être vraiment dans la merde. C'est jamais le cas, c'est genre, vas-y j'avance et puis on sait pas pourquoi vraiment, et puis tu sens que c'est cool, t'as l'impression qu'elle a fumé un truc et qu'elle fait c'est par là, et tu fais bah ok, ça doit être par là. C'est un vrai souci des séries Star Wars récemment en tout cas. Bah ouais. Et Mandalorian, j'ai moins de mal parce que je trouve que Mandalorian, il y a un vrai truc quand même d'enjeu, un peu plus dans les premières saisons que dans la dernière, mais un peu plus. Mais tu sens le danger, tu sens que le mec il est en danger, il est en galère face à 5 types. Là, dans celui-là, je me le sens pas. Voilà. Mais bon, bref. Bah écoute, sympa sans plus. Voilà, moi j'ai bien aimé, mais je comprends que ça soit pas un coup de cœur absolu, parce que c'est pas un coup de cœur non plus pour moi, mais j'ai bien aimé ce qu'on m'a présenté. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur Ahsoka et sur Loki, saison 2, épisode 1, cette semaine. On en a terminé avec cet épisode 22 de Pop News. Merci évidemment à tous de nous avoir écoutés pour faire en sorte de mettre votre petite pierre à l'édifice de notre conquête du monde, évidemment. Le petit pouce en l'air, le petit commentaire, l'abonnement sur les différentes plateformes de podcasts et de réseaux sociaux. On parle de YouTube, de Dailymotion, de Twitch, tous les lundis à 20h30, de TikTok, de Twitter, de Facebook, d'Instagram. Et je crois que j'ai à peu près tout dit. N'oubliez pas les étoiles sur les plateformes de podcast. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, tout simplement, pour votre prochaine dose d'actualité pop culturelle. Salut tout le monde. Salut à tous.